Alors bienvenue à toutes dans cette grande salle où on se retrouve en petit comité. Alors je vais commencer par vous raconter une histoire. Il était une fois un corps perdu, inconnu de l'âme qui l'habitait. De terra incognita, la maladie l'a fait devenir un ennemi, une malédiction qui amena bien des souffrances, du désespoir et un grand sentiment d'impuissance. Son espoir, guérir, ou du moins aller mieux. C'est alors que le chemin de transformation et de rencontre avec le sacré a véritablement commencé, et que le corps, avec un grand C, a enfin été pleinement habité. Alors voilà l'histoire que je vais vous conter, qui est le début de mon histoire d'amour avec mon corps, avec le corps, qui a plutôt mal commencé, comme vous avez pu entendre dans ces phrases. Alors certaines d'entre vous étaient peut-être déjà à la conférence précédente où il était question d'endométriose. Or cette histoire qui vous a été contée dans la conférence précédente, c'était la mienne, parce que j'ai souffert, et j'en parle au passé, vous comprendrez pourquoi. Ensuite, d'une endométriose de stade 4, donc le stade le plus sévère de la maladie. Cette maladie gynécologique, connue comme la maladie des douleurs pendant les règles, quand elle est connue, est une maladie inflammatoire extrêmement grave, qui dans ses stades les plus sévères ne représente pas simplement des douleurs pendant les règles. Pour moi, c'était 24 heures sur 24, 4 semaines par mois. Un épuisement tel que, j'espère qu'aucune d'entre vous ne le connaît, des maladies auto-immunes associées, telles que la fibromyalgie, des douleurs dans les tissus profonds, des douleurs atroces au niveau digestif. Enfin voilà, ça c'était le quotidien que je connaissais auparavant. La maladie a frappé il y a 7 ans. Elle est entrée subitement dans ma vie, elle m'a mise complètement à plat puisque je me suis retrouvée à l'hôpital tout le temps, aux urgences. J'ai été opérée d'urgence 3 fois en l'espace de 8 mois, donc au niveau de mon corps de femme, de l'abdomen, des opérations graves qui m'ont fait frôler la mort. Donc voilà quel a été un peu le début, on dira, de mon histoire avec le corps dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc j'ai compris très vite que la médecine occidentale n'allait pas m'apporter un salut quelconque, puisqu'il n'y a absolument aucune solution qui est apportée, si ce n'est de la chirurgie. Moi, on m'avait dit que vu le stade de la maladie, j'allais être opérée 15 à la fois, comme si c'était totalement banal de se faire opérer du bas-ventre quand on est une femme. Ou bien prendre des traitements hormonaux, donc la pilule en continu, ce qui résout strictement rien, si ce n'est que ça permet juste de cacher les symptômes, dans le meilleur des cas, voire d'augmenter la maladie quand on les arrête. Donc ça a été vraiment un choc, ça a été d'une violence extrême, un électrochoc, parce que je n'avais pas entendu parler de la maladie avant, pour être honnête. Et en fait, je me suis tournée corps et âme vers les thérapies alternatives. J'ai à peu près tout essayé, j'ai tout fait. L'avantage, c'est que je me suis aussi beaucoup formée, j'ai suivi des stages, et en fait, je ne me suis pas tout de suite rendu compte qu'en faisant ça, j'entretenais un mécanisme que je connaissais déjà, c'est-à-dire que je remettais à l'extérieur le pouvoir sur mon propre corps. C'est-à-dire que soit je me tournais vers les thérapeutes alternatifs qui me disaient « ça ira mieux, tu vas guérir », alors je prenais leur breuvage, je faisais tout bien ce qu'ils me disaient. Puis après je rechutais et je me retrouvais entre les mains de la médecine allopathique qui me disait « non, de toute façon ça ne guérit pas, c'est chronique ». Le cancer qui ne tue pas, c'est comme ça qu'on décrit cette maladie. Et donc ce comportement accroissait encore le sentiment d'impuissance qui était déjà évidemment bien présent de par les symptômes. Donc c'était un petit peu un cercle vicieux. Et donc cette maladie m'a en fait propulsée dans une quête de sens, voire même une quête de sang, si vous me permettez le jeu de mots, puisque l'endométriose est directement liée au sang des lunes, au sang des règles. Et en fait à l'époque j'étais déjà sur un chemin de développement personnel et spirituel important. Mais c'est comme si la maladie en fait avait mis un coup d'accélérateur en fait, m'avait vraiment propulsé dans quelque chose de différent. Et la question que je me suis posée et qui a été mon moteur, vraiment le moteur de transformation, c'est qu'est-ce que cette maladie a à me dire ? Quel est le sens de cette maladie pour moi ? Pourquoi est-ce que je suis touchée
dans ce bas-ventre de femme, dans cet endroit extrêmement vulnérable, et en même temps c'est le centre de ma plus grande puissance. Pourquoi est-ce que je suis touchée là, moi? Et c'était clair et tout à fait évident pour moi que de souffrir d'une maladie gynécologique, c'est pas la même chose que de souffrir d'une maladie du cerveau, je sais pas quoi, des pieds. Enfin, qu'il y avait quelque chose à aller chercher en fait. Pourquoi? Et donc, accompagnée quand même de différentes formes de thérapie, je me suis mise sur un véritable chemin de transformation intérieure en réalité. J'ai plongé en profondeur dans ce féminin blessé et j'ai, comme vous allez le voir, vraiment fait un grand écart entre cet état dans lequel j'étais et l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Un chemin personnel finalement, parce que ce corps c'était un vrai champ de bataille. C'était un champ de bataille. Je me sentais mutilée, souillée par toutes ces interventions gynécologiques déjà, ces chirurgies à répétition. Et quand on souffre d'une maladie gynécologique, on ne va pas chez le gynécologue uniquement pour la consultation annuelle. Comme vous pouvez l'imaginer, j'étais tout le temps chez le gynécologue, aux urgences, donc on se fait ausculter par plein de médecins différents. J'ai subi des intrusions, parce que c'est exactement ce qui se passe quand on est opéré à ce niveau-là. Donc j'ai eu des mémoires de viol qui sont remontées. Je n'ai jamais été violée dans cette vie, mais j'ai eu des impressions de viol. Les mots parfois prononcés par le monde gynécologique sont extrêmement violents. Que ce soit des hommes ou des femmes, gynécologues. C'est le monde gynécologique qui est encore parfois très empreint de patriarcat. Et donc, ce féminin était vraiment blessé dans sa chair la plus profonde. Je me suis dit, ce champ de bataille, comment faire pour ne pas le haïr? Comment faire pour sortir de cette haine que je pouvais ressentir envers ce corps qui me lâchait tous les jours. Sortir, me lever de mon canapé, c'était épouvantable. Moi, j'adore danser, j'allais danser, mais vous n'avez aucune idée de la force que ça me demandait d'aller danser. Donc, j'étais en colère, il y avait des émotions. Et j'ai compris, une petite voix intérieure a compris que si mon corps était un champ de bataille, eh bien, en fait, il me demandait de redevenir une terre sacrée. Et donc c'était ce chemin-là que j'avais à faire, c'était ce pont que j'avais à construire. Et puis cette sensation d'impuissance qui était bien présente au quotidien, et d'autant plus parce que la maladie parle de l'impuissance, et c'est une maladie de femmes puissantes qui se sentent impuissantes, l'endométriose. Cette impuissance que je ressentais profondément, cette victimisation parfois aussi, mais je ne vais jamais m'en sortir, c'est pas possible. Est-ce que la maladie là, ne me demande pas quelque chose par rapport à mon corps? Est-ce qu'elle ne me demande pas justement de faire le pont vers la puissance? Puis c'est quoi être une femme puissante finalement? Quand il y a tout qui nous lâche, l'image de la femme, la super femme, Wonder Woman qui a du succès partout, je peux vous dire que vous en êtes bien loin. Donc c'est quoi être une femme puissante? Et puis, qu'en est-il de ces organes? Donc, l'endométriose touche l'utérus, les ovaires, et puis tout le petit bassin et peut remonter jusqu'au poumon. Mais chez moi, c'était surtout les ovaires qui étaient atteints. Et les ovaires, c'est le siège de la création. C'est de là que part la vie. Quand on tombe enceinte, les ovocytes quittent les ovaires. Et les ovaires, d'un point de vue métaphysique, sont reliés à notre pouvoir de création aussi au niveau professionnel en tant que femme. Et à l'époque, je travaillais en faculté de médecine, j'avais un travail de collaboratrice scientifique bien payé, mais je n'étais pas tout à fait dans ce qu'il me fallait. Je n'étais pas dans une vie très créative, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je suis touchée au niveau des ovaires? Je me sens touchée dans ma puissance de création sur tous les plans. Est-ce que la maladie ne veut pas me dire qu'en fait je suis créative et créatrice au-delà de ce que je peux m'imaginer? Est-ce que c'est pas ça que je dois retrouver? Cet élan créatif et créateur de mon féminin. Et puis qu'est-ce que j'ai besoin de mettre au monde? Et en parlant de la mise au monde, il y a la question de la maternité, puisque l'endométriose est souvent liée, paraît-il, à une infertilité, à une difficulté d'avoir un enfant. Et à l'époque, j'avais très envie d'avoir un enfant, même si je n'étais pas dans une situation personnelle qui me le permettait, mais c'était une grande douleur que de me dire que je n'aurais peut-être pas d'enfant. Et cette maternité, c'était un nœud qu'il a fallu dénouer. Pourquoi j'ai envie d'avoir des enfants? Quelle est l'ambivalence? Quelles sont les peurs là autour? Qu'est-ce que ça signifie pour moi d'être mère? Et en fait, qu'est-ce que j'ai envie de mettre au monde? Parce que c'est ça, être mère. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre au monde?
Et c'est comme si mon corps me demandait de transformer l'image que j'avais de la mère, qui était une image de femme finalement procréatrice, à l'image d'une femme créatrice, créatrice de toute forme de vie, qui se met au service de l'humanité, qui se met au service de la terre. Et finalement, c'est ça une mère. C'est une femme qui nourrit la terre, qui nourrit la vie. Donc vous voyez, il y avait un sacré pont à faire, parce que je pars de très très loin. Donc c'est vraiment un processus d'alchimie, de transformation dans lequel la maladie m'a précipitée. Donc c'est de là que je suis partie par rapport à ce corps. Et c'est comme si, en fait, dans mon histoire de vie, la souffrance avait été là pour me rappeler que j'avais un corps. Parce qu'avant, j'étais une intellectuelle, alors j'étais très connectée aux énergies, je me connectais aux fées, etc. Mais je planais un peu, et le corps, bof, je m'en souvenais pas trop, en fait. Et la maladie m'a amenée sur ce chemin, m'a comme obligée, en fait, à entrer dans ce corps. Et ce rapport au corps, de toute façon, alors le mien était complexe, mais en Occident, il faut bien dire une chose, notre rapport au corps, il est quand même un peu, disons, complexe, voire même un peu compliqué. Parce que la majorité d'entre nous, on se souvient qu'on a un corps quand on va mal, comme dans mon histoire. Et puis parfois c'est moins important, parfois on a une petite gêne, ou bien le médecin nous dit mais là tu as quelques kilos en trop, il faudrait peut-être aller faire du sport, ou tu as un peu trop de cholestérol, ou trop de ci, ou trop de ça. Puis on commence de changer son alimentation, de faire du sport. Donc souvent en Occident, en fait, on prend soin de son corps par peur de quelque chose, pour éviter la maladie, par peur même de la mort, par peur de ce qui pourrait arriver. Donc c'est un peu notre rapport au corps, où parfois on s'occupe de notre corps parce qu'on ne l'aime pas vraiment. En fait, on a envie de le façonner, on trouve qu'on a quelques bourrelets disgracieux, qu'on a un nez comme ci, qu'on a des fesses comme ça, et puis on va essayer de le transformer en fait, comme ça nous plaît, mais c'est finalement une marque de désamour. Donc la question que je suis venue à me poser et que je vous pose, c'est de quelle mesure est-ce que tu es capable, vous êtes capable au quotidien de remercier votre corps pour ce qu'il est. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous le fait. De remercier simplement son corps chaque jour, simplement pour tout ce qu'il fait pour nous. Chaque cellule qui œuvre, et je ne sais pas si vous le savez, mais quand il y a des cellules qui vont mal, quand on a un problème de santé, en fait les autres cellules du corps sont là pour soutenir ces parties-là du corps. Est-ce qu'on s'en souvient? Est-ce qu'on remercie son corps? Est-ce qu'on parle à nos corps? En Asie, il y a des traditions qui le font. Ils sourient à leurs organes, sourient à leur corps. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment appris, tellement qu'on puisse dire. En fait, on est souvent dans des petites formes de maltraitance face à notre corps au quotidien. Et le mot maltraitance, c'est vrai qu'il est assez fort, mais je l'utilise exprès parce que je pense que c'est de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes en thérapie, en consultation individuelle, notamment pour des femmes qui souffrent d'un féminin blessé, donc d'une maladie telle que l'endométriose ou d'un rapport compliqué avec leur corps. Et puis elles me racontent leurs histoires. Histoire qui était la mienne avant. Alors je vous donne quelques exemples. Certaines me disent, moi pendant toute une période de ma vie, j'ai eu des relations sexuelles que je n'aurais pas dû avoir. Et je sais que je ne me respectais pas. Mais je l'ai fait parce que j'avais une telle blessure d'abandon, j'avais besoin d'être remplie, j'avais besoin de sentir de l'amour. Mais je sais que je ne me suis pas respectée. Ou d'autres me diront, tu sais, ton sang des lunes, là, jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où elles viennent chez moi, donc elles ont un problème, me disent, mais c'est la galère. Moi, j'avais envie de faire carrière, je ne vois pas pourquoi, en tant que femme, je dois me reposer pendant que j'ai mes règles, pourquoi je dois faire attention. Enfin, je voyais pas, je comprenais pas la richesse qu'il y avait là derrière. Ou il y en a d'autres qui viennent, mais elles ont un régime alimentaire parfait. Elles font tout comme il faut. Et pourtant, elles se détestent au point qu'elles n'arrivent même pas à se regarder dans le miroir, ou qu'elles n'arrivent même pas à se toucher. Et puis il y a toutes les femmes qui viennent me voir parce qu'elles ont un désir inassouvi d'enfant. Et puis souvent elles ont un parcours de procréation médicalement assistée derrière elles. Et ça peut être un vrai chemin de croix. Et elles ont parfois subi des stimulations ovariennes,
qui ont généré des flambées d'endométriose, parce que les stimulations ovariennes, c'est une prise d'hormones, hein, c'est pas rien pour le corps de la femme, ou des fécondations in vitro à répétition, sans se mettre de limite sur le nombre qu'elles accepteraient, et du coup, elles arrivent chez moi démolies psychiquement, physiquement, émotionnellement. Alors tout ça, ce sont des petites et grandes maltraitances. Et il y a notre stress quotidien qui fait qu'on utilise notre corps, mais sans prendre soin. Alors moi, comme je vous ai dit, moi j'étais totalement là-dedans avant cette arrivée de la maladie. Je ne me rendais pas compte que j'étais là-dedans, mais j'y étais bien. Et grâce à la maladie, en fait, j'ai commencé de transformer mon corps en vaisseau magique. Alors moi j'aime bien ce mot vaisseau magique, c'est mon mot à moi. Alors ça veut dire quoi, faire de son corps un vaisseau magique? La première des choses, c'est que j'ai décidé, ça c'est une décision, que j'allais redevenir maître à bord de mon propre vaisseau, que j'allais faire de l'ordre dans ma maison. Donc quand on a une maison, on la nettoie, on en prend soin. Et que donc je prenais à nouveau responsabilité pour ce corps, que j'arrêtais de remettre le pouvoir à l'extérieur, que je reprenais responsabilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est accepter déjà que le corps est profondément intelligent et sage. Et ça a été tout un processus pour moi d'accepter que tout ce qu'il nous envoie, que ce soit des symptômes, des malaises, mais parfois des pressentiments, des choses très positives, aussi des intuitions, tout ça c'est précieux. Tout ça en fait ce sont des signes qu'il nous envoie pour nous aider. Ce sont des signes qu'on peut apprendre à décoder en fait, que le corps il ne nous veut pas du mal, que le corps au contraire il nous veut du bien. Et quand on comprend ça, on arrête de lutter contre le corps, on commence de travailler avec le corps. C'est pour ça que je déteste toutes ces campagnes par rapport à certaines maladies, on va lutter contre telle et telle maladie ou contre. Non, je travaille avec mon corps. Le langage, les mots qu'on emploie ont un grand poids sur ce qu'on vit finalement. Donc cette intelligence du corps, comment je fais pour y accéder? Eh bien, j'accepte de mettre déjà de la conscience dans mon corps. Et mettre de la conscience, c'est accepter que nous sommes des âmes dans un corps. Donc nous ne sommes pas un corps avec une âme. Alors ça c'est ma vision des choses, je ne vous demande pas de la partager, mais c'est en tout cas ce que j'ai compris, qu'on est des êtres spirituels dans un corps de matière et qu'on vient sur Terre dans ce corps pour expérimenter absolument tout à travers le corps. Sans le corps, je ne vis rien, je ne vis pas de relation, je ne vis pas de construction, de création, rien du tout. Et qu'au travers de ce corps, on va absolument tout vivre et qu'on peut collaborer. Et pour moi, le corps, donc la matière dense, n'est pas dénuée de vie. Pour moi, la matière est déjà remplie d'une énergie divine, d'une énergie cosmique. Et si l'âme se met à collaborer, à dialoguer avec le corps, il se passe une alchimie incroyable. La conscience commence à entrer dans le corps, et là, le corps devient un véritable allié, un associé. Alors bon, parler avec son corps, écoute ton corps, tout ça, il y a des écoles qui enseignent ça. Il y a plein de portes d'entrée pour apprendre à écouter son corps. Et puis c'est souvent le chemin d'une vie, parce qu'on n'a tellement pas appris ça, ça paraît tellement bizarre. Enfin moi j'ai pas appris ça à l'école, je sais pas si vous avez appris à écouter votre corps, mais moi je savais pas faire. Et cette conscience que l'on peut mettre dans le corps, c'est donc reconnaître déjà cette sagesse. Et puis, c'est, par exemple, commencer d'observer. Alors, la respiration, c'est un très bon moyen, une très bonne porte d'entrée pour commencer à prendre soin de son corps. Alors, en méditation, souvent, on nous dit « observe ta respiration ». Parce que la respiration, c'est ce qui nous connecte le plus directement notre corps physique et nos corps subtils. Donc, déjà, de devenir observatrice de sa respiration fait déjà entrer de la conscience dans le corps. Et puis on peut apprendre à dialoguer avec son corps. Alors ça c'est le point central, c'est le point que j'utilise dans tous mes accompagnements. Et alors le dialogue, c'est pas seulement un dialogue verbal, il y a le dialogue aussi tactile, il y a plein de façons de dialoguer avec son corps. Moi j'ai développé plusieurs outils parce que j'ai compris que c'était la clé en fait pour
plein de choses, d'apprendre à dialoguer de manière intime avec son corps. Et l'autre jour, une femme me disait, une femme que j'accompagne, qui souffre en l'occurrence d'endométriose et qui avait une peur panique du moment du sang des lunes et puis des douleurs atroces, elle me disait, je n'ai plus peur que le cycle arrive, que le sang arrive, et en plus j'ai plus de douleur. Donc à quel point, on a fait tout un travail bien sûr en amont, mais ça prouve à quel point ce dialogue intime peut générer des choses incroyables. Et parfois, il y a vraiment un travail en amont, et souvent, il y a un travail en amont à faire qui est un travail thérapeutique de nettoyage, comme je dis. Il faut aller nettoyer. Parce que tant que ce sont nos émotions, nos peurs, nos blocages qui nous mènent par le bout du nez, apprendre à écouter son corps, à aller dans cette écoute sacrée de son corps, c'est un peu difficile en fait. Donc il y a toutes les formes de thérapie qui existent, il y a plein d'outils, moi j'utilise plein d'outils, il y a plein de magnifiques thérapeutes qui utilisent plein d'outils aussi pour aller dénicher ce qu'il y a à dénicher. Et nous les femmes, on a beaucoup de mémoire, beaucoup de choses que l'on porte, parfois que ça ne fait pas partie de notre histoire directement, ça peut faire partie de l'histoire de nos lignées de femmes, autour du bassin, du bas-ventre, du périnée. Et c'est important d'aller déloger tout ça, en fait. Donc il y a plein de façons de faire. Donc ici au festival, vous en découvrez sans doute plein. Et on a des outils merveilleux aujourd'hui pour aller mettre de la conscience et aller apprendre à décoder ce langage du corps. Et quand on apprend à décoder le langage du corps, ça, comme je vous dis, ça passe pas par la tête, ça passe par le cœur. Et puis ça va dans chaque cellule. Et quand chaque cellule entend le message, il y a des transformations qui se passent. En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté ou c'est ce que j'expérimente avec les personnes que j'accompagne. Oui, et en fait, quand il y a cette conscience, puis ce dialogue qui se met en place, c'est comme une danse. En fait, c'est comme une danse entre le corps et l'âme, et il y a le cœur au milieu. Et on se rend compte qu'en fait, on fait un tout, on fait partie du tout. Et c'est alors qu'on devient ce pilier entre la terre et le ciel, dont parle le tantra. Le tantra, c'est une voie spirituelle qui m'est très très chère. Et on est pilier parce qu'on est capable de recevoir les énergies de la terre, donc les énergies nourricières de la terre-mère, et puis les énergies du cosmos, les énergies du ciel. Et c'est vraiment là que le corps devient sacré ou un temple. Alors, temple sacré, c'est pléonastique, parce que sacré, ça veut dire qu'il est à l'intérieur du temple. Mais voilà, le corps devient vraiment un temple à ce moment-là. Et pour la petite histoire, c'est une petite parenthèse, si on s'intéresse à l'étymologie des mots, c'est super intéressant. Alors moi, dans ma vie d'avant, j'ai fait des études de lettres et j'ai étudié notamment la littérature linguistique allemande et anglaise, donc j'aime bien les langues germaniques et me suis intéressée à l'étymologie des mots. Et le mot sacré, en allemand et en anglais, vous avez tous fait de l'allemand et de l'anglais à l'école, c'est holy en anglais, heilig en allemand. Et ces mots sont issus du vieux saxon heilig, qui a donné whole en anglais. Ça veut dire le tout. Donc le sacré, c'est ce qui nous relie au tout. Quand on se sent relié au tout, on est dans le sacré. Et encore plus intéressant, ce mot sacré a donné health en anglais, la santé. Donc c'est quand même très intéressant, surtout quand on connaît mon histoire, de comprendre que le sacré et la santé sont intimement liés. Et donc revenons-en à cette histoire avec la maladie, ce chemin de transformation. La chenille, à un moment donné, elle devient papillon. Et c'est ce qui m'est arrivé, puisque le chemin avec mon corps était un chemin initiatique, précieux, un chemin de grâce finalement, puisqu'aujourd'hui je suis totalement asymptomatique. Je n'ai plus aucune trace de la maladie, qui était une maladie dite chronique et incurable. Alors, il y en a qui disent qu'on est juste en rémission, que la guérison n'existe pas. Moi, je n'entre pas dans ces débats-là, parce que pour moi, de toute façon, la guérison ne se situe pas dans l'absence de symptômes ou autre. Il y a des maladies très graves qui ne génèrent aucun symptôme. Il y a des cancers qui sont très graves, et jusqu'au dernier moment, vous n'avez pas de symptômes, mais vous êtes malade. Donc, pour moi, la guérison, de toute façon, elle se situe au niveau physique, spirituel, émotionnel et mental. Et pour moi, le nœud qui faisait la maladie chez moi, il est dénoué. J'ai compris le message profond
les messages profonds de la maladie. Et aujourd'hui, je me sens totalement guérie sur tous ces plans. Je ne dis pas que je n'en ai pas les traces, j'ai des grosses cicatrices, j'ai des adhérences dans le ventre, j'ai une fragilité digestive. Mais dans l'ensemble, je me sens totalement guérie et c'est une véritable bénédiction. Donc la malédiction s'est transformée en bénédiction. Parce qu'en plus de cela, j'ai eu droit à un autre chemin initiatique dans le corps qui a été ma grossesse. Puisque c'est une grossesse miracle, là aussi, qui est le fruit de tout ce chemin de transformation. Puisque je n'étais pas censée avoir d'enfant. J'ai eu en plus mon enfant à plus de 40 ans, il faut bien le dire. Et c'est un miracle de chez miracle, parce qu'on entend parler d'histoires miraculeuses par rapport au fait d'avoir un enfant. Mais chez moi, c'est tellement miraculeux dans la façon dont ça s'est passé que même les médecins maintenant envisagent de faire une étude sur mon cas, c'est vous dire. Donc j'étais censée être infertile, et puis avec toutes les opérations des ovaires que j'ai subies, je n'étais plus censée avoir d'ovocytes, donc on ne voyait plus d'ovocytes aux échographies, je n'étais plus censée avoir de tissu sain, et j'avais un état inflammatoire tel que c'était impossible. Et donc on m'a même refusé de faire une FIV. On m'a dit, donc une fécondation in vitro, on m'a dit non, madame, ça servira à rien. Alors moi je suis tombée enceinte en même pas 2 mois, totalement naturellement, donc sans aide aucune de la médecine, donc comme une femme de 20 ans qui est en pleine santé en fait. Hein. Et donc de manière incompréhensible d'un point de vue rationnel, mais tout à fait évident pour moi d'un autre point de vue, quand on se place sur un autre plan. Et bien entendu que cette grossesse a été le fruit de tout ce que je vous ai décrit, parce que ce chemin de transformation a été vraiment un chemin de renaissance et d'élévation de conscience inimaginable. Donc voilà, aujourd'hui mon corps c'est un héros. Je le vois vraiment comme un héros, et votre corps est un héros. Hein. Je dis mon corps, mais mon corps, parce que je parle de moi. Et ce corps, il a réussi vraiment à dépasser des limites incroyables. Et je sens aujourd'hui, je sais qu'en fait, on est co-créateur de notre réalité matérielle. En fait, on est beaucoup plus puissante et puissant qu'on s'imagine. Ça, je l'ai expérimenté dans la chair, et c'est dans cette direction-là que j'accompagne les personnes aujourd'hui, les femmes en particulier. Et c'est un message qui est pour moi fondamental, qu'on est puissante au-delà de ce qu'on imagine. Alors ce chemin de transformation, il a nécessité différentes étapes sur lesquelles j'accompagne les femmes aujourd'hui, puisque j'organise aussi des cercles femmes, des groupes, des stages autour du féminin sacré, donc pas seulement pour des femmes qui souffrent d'une maladie, mais pour toute femme. Parce que pour moi, il y a des étapes incontournables pour toute femme quand on veut se réconcilier avec son corps ou voir son corps comme étant sacré. Alors il y a quelques éléments que je vous ai déjà décrits dans mon histoire et que je vais vous rappeler. Le premier élément, à mon sens, c'est l'ancrage. C'est est-ce que j'ai les 2 pieds bien sur terre? Alors, pour moi, c'est encore un chemin. Je suis encore bien en chemin. Alors, j'ai progressé, mais je suis en chemin. Et c'est vraiment cette question que beaucoup de femmes on doit se poser. Est-ce que j'ai les 2 pieds bien sur terre, en particulier quand je suis sur un chemin spirituel, en fait, hein, ou est-ce que j'ai tendance à planer? Est-ce que j'arrive à vivre une spiritualité incarnée? Et dans quelle mesure est-ce que j'arrive à me nourrir justement de cette énergie de la terre et à faire monter cette énergie dans mon bas-ventre, en nourrir mon bas-ventre, ma grotte magique, mon chaudron magique. Dans quelle mesure est-ce que je sens que mon bas-ventre, il est vivant? Quel que soit mon âge, quelle que soit ma situation de vie, est-ce que je me sens vivante en fait? Est-ce que je sens cette énergie de vie ou je sens plutôt de la mort ou du vide là-dedans? Donc ça, c'est tout un chemin que nous les femmes, on doit faire. Et puis, il y a ce corps de femme dans son ensemble. Est-ce que je connais l'ensemble de mon anatomie? Est-ce que je connais ma yoni, donc mon sexe de femme? Alors là, je ne vous parle même pas de sexualité, de masturbation, de quoi que ce soit. Hein. Je vous demande juste, est-ce que vous avez déjà eu la curiosité ou la possibilité ou l'envie de juste savoir à quoi vous ressembliez, dans votre intimité, puisque chez la femme, c'est caché. Ou est-ce que ce sont seulement les gynécologues ou les hommes de votre vie, les femmes de votre vie qui connaissent cette part de vous?
De quelle mesure vous êtes maître, là, de votre propre temple? C'est une question qui peut paraître bête. Hein. Pour un homme, ça paraît complètement ahurissant, vu qu'ils ont tout à l'extérieur. Mais pour nous, c'est une question intéressante. Parce que c'est aussi une porte d'entrée vers ce corps sacré. Ou est-ce que ça me dégoûte? Est-ce que j'ose pas aller voir? Et puis ce sang des lunes qui coule chaque mois, est-ce que je le subis? C'est une plaie, ça salit les pantalons, surtout on ne peut pas mettre des pantalons blancs. Et puis, ou bien j'ai des douleurs, enfin je ne vois pas l'intérêt, ou est-ce que je me rends compte du cadeau qui m'est offert avec ce sang, avec ce cycle? Est-ce que je sais que c'est un sang qui contient des cellules souches, qui est sacré, qui est le seul sang qui coule sans combat, sans violence, sans maladie? C'est pas un sang inutile, comme le disent certains gynécologues. Ce sang, il coule pour une bonne raison. Alors, moi, j'organise dans le cadre de mes cercles de femmes, des rituels d'offrande du sang des lunes à la terre-mère. C'est très très puissant quand on le fait avec d'autres femmes. Parce qu'en faisant cela, déjà on fertilise la terre, hein, c'est un excellent fertilisateur. Vous pouvez l'utiliser, votre sang, comme engrais pour vos propres plantes d'intérieur ou votre jardin. Et quand on rend ce sang à la terre, en fait, on ramène les codes de la grande déesse sur terre. Donc à quelque part, on reprend possession de son féminin sacré et on ramène ces informations sur terre. Donc il y a ce sang, il y a ce cycle, et puis il y a aussi donc cette puissance dans le bas-ventre, cette puissance de création, mais c'est aussi le siège de notre puissance sexuelle, le bas-ventre. Et est-ce que je suis consciente en tant que femme que je détiens les clés de ma propre jouissance? Est-ce que j'ai conscience ou que je sais que je suis multi-orgasmique par essence et que donc ce n'est pas de la responsabilité de l'homme de m'amener le plaisir, hein, que j'ai moi-même les clés, que je dois peut-être apprendre ou réapprendre. Mais tout cela, je l'ai en moi. J'ai cette puissance-là. Et puis enfin, je dirais cette beauté, la beauté de mon corps. Est-ce que j'arrive à l'honorer? Et puis ça, c'est quel que soit mon âge, quelle que soit ma situation, quel que soit mon corps en fait. Est-ce que j'arrive à admirer mon corps pour ce qu'il est? Ou est-ce que je suis tout le temps dans le jugement, dans la critique? Et puis honorer son corps, c'est pas forcément se pomponner pendant 3 heures et puis se cacher derrière des couches de maquillage, parce que ça peut être tout le contraire. Ça peut justement être un signe de désamour. Mais comment est-ce que moi j'arrive à mettre en valeur ma beauté unique? Et aussi comment, en fait, j'arrive à en prendre soin. Et je vous parlais de cette femme ou de ces femmes qui me disent « mais moi, je n'ai pas su, à un moment donné de ma vie, me respecter. Et du coup, je suis entrée dans des relations sexuelles qui ne me convenaient pas. » C'est aussi ça, respecter la beauté de son corps. C'est-à-dire, comment est-ce que je dois fermer la porte? Comment est-ce que je peux m'affirmer et mettre un vrai nom? Et un vrai nom, c'est pas un nom d'agressive, hein, c'est pas de la violence, c'est juste m'affirmer, exprimer mes besoins, mes envies. Donc vous voyez, il y a tous ces éléments-là, c'est plein de facettes, hein, que chacune on doit réapprendre, réintégrer pour redevenir cette déesse. Donc c'est tout un chemin en fait. Hein. Et puis ce qui est beau, c'est que en fait, quand on réintègre chacune tous ces éléments-là, en fait, on ne le fait pas seulement pour soi, mais on va élargir, en fait. Parce que s'occuper de son propre féminin sacré, de sa propre réconciliation avec son corps, va amener des guérisons autour de soi. Ça va affecter son environnement. Et comment ça l'affecte? Eh bien déjà, on guérit en guérissant son propre rapport au corps, la terre-mère. Parce que la terre-mère, c'est l'énergie du féminin. C'est l'énergie nourricière. C'est celle sans laquelle on n'est rien. Nous, les êtres humains, on l'oublie un peu trop vite qu'on exploite la terre, on la pille, mais qu'en fait, sans la terre, on n'est rien. Et en fait, la maltraitance subie par la terre aujourd'hui, qu'on fait subir, nous les humains, à la terre, on peut faire un parallèle avec la maltraitance qui est faite au corps des femmes dans le patriarcat. Alors ce parallèle, il a été fait par des mouvements tels que l'écoféminisme, puis le tantra ou d'autres mouvements tels que le chamanisme font ce parallèle. Or, quand je commence à m'aimer profondément, quand je commence à respecter cette nature en moi, ce côté sauvage, ce côté vivant en moi,
eh bien je vais respecter la vie à l'extérieur de moi. Ça ne peut pas être autrement. En fait, c'est un mouvement. Je ne peux pas haïr mon corps et vraiment bien traiter la terre. Et l'inverse est juste. En fait, quand je commence de changer mon alimentation, de changer de façon de vivre, pour moi, parce que je considère que j'ai à me respecter, forcément, je vais avoir une attitude différente face à la terre. Donc, ma guérison, ma propre guérison, va amener la guérison de la terre indirectement. Et puis, il y a aussi toutes ces autres femmes. Il y a toutes ces femmes de la terre qui sont encore aujourd'hui violées, excisées, niées et maltraitées de différentes façons, qui elles n'ont pas accès à ce genre de festival, à ce genre de thérapie que d'autres femmes vous proposent. Et il y a toutes ces femmes de nos lignées, ces femmes qui nous ont précédées et qui ont subi parfois des choses très très difficiles dans leur corps de chair. Et quand je me guéris, moi, c'est pas seulement mon petit nombril que je guéris ou dont je prends soin. En fait, indirectement, je vais en faire bénéficier les autres femmes de la terre et toutes les femmes de ma lignée. Alors peut-être que vous avez déjà suivi des constellations familiales ou d'autres types de thérapies telles que la psychologie transgénérationnelle qui vous montrent que vraiment on fait partie d'un système, on fait partie du tout. On fait toutes et tous partie du tout. Et ce que je fais pour moi, je le fais pour la terre. Donc c'est selon ce principe-là. Parce que ces maltraitances subies par le corps de la femme dans le patriarcat, je pense que vous serez assez d'accord avec moi pour dire qu'il faut que ça cesse. Mais quand on voit l'état du monde, on se pose parfois des questions et on se dit mais que puis-je faire? Que puis-je faire? Alors, il y a quand même un vent de vérité qui souffle, hein, en tout cas en Occident, où il y a des choses qui sont dénoncées dans les médias, des femmes qui dénoncent des choses. Alors ça, c'est très bien. Ceci dit, à mon sens, il y a l'art et la manière de le faire. Je ne pense pas que des campagnes telles que Balance ton porc hein, soient vraiment appropriées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le mot Balance ton porc... Je ne pense pas qu'on puisse répondre à la violence par de la violence. Et je pense que, alors c'est mon avis intime, mais c'est en tout cas ma conviction et le chemin sur lequel j'accompagne les femmes, je pense que le premier point, c'est d'aller prendre responsabilité, chacune, par rapport à déjà sa propre histoire, et c'est de se demander déjà par rapport à mon propre corps. Dans quelle mesure est-ce que je suis en amour avec lui, parce que finalement c'est une histoire d'amour dont je vous parle là, ou dans quelle mesure est-ce que je le maltraite? Dans quelle mesure est-ce que je le juge? Et puis qu'en est-il du corps des autres femmes? Imaginez une belle femme qui passe dans la rue, habillée un peu sexy, et puis en plus il y a votre mec qui est là, puis il la regarde un peu trop. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce qu'il n'y aurait pas tout à coup une petite envie de médire, une petite jalousie là, qui remonte ou est-ce que vous arrivez simplement à admirer et honorer le corps de cette femme? Et en fait, ça c'est des questions subtiles, parce que souvent on dit non, mais moi c'est bon, j'ai dépassé ça, j'ai dépassé. Ouais, sauf que quand il y a des vrais enjeux, est-ce que j'arrive à vraiment entrer dans cette sororité dont on parle de plus en plus? Alors, on va tout dire, mais moi j'ai des copines, on est dans le soutien mutuel. Ouais, mais quand il y a des vrais enjeux, est-ce que j'arrive à rester dans ce soutien, dans cette sororité réelle? Vraiment. Et des siècles de patriarcat ont laissé des traces. Il y a beaucoup de rivalité entre les femmes. En tout cas, moi je me souviens parfois avoir renoncé à m'habiller de manière peut-être un peu trop sexy, où on voyait trop mon corps, dans certaines situations, par peur du regard des femmes. Hein. Et ce n'était pas les hommes qui me faisaient peur, c'était le regard des femmes, ou les commentaires, des fois c'est des regards qui peuvent être très durs. Alors moi, comment je me positionne par rapport à ça? Comment je regarde les autres femmes? Je prends responsabilité. Et puis, est-ce que je suis en contact avec cette femme sauvage dont je vous parlais, cette nature en moi? Est-ce que j'arrive à l'honorer? Est-ce que je me rends compte que je suis une prêtresse? Est-ce que j'arrive à vivre cette spiritualité et à la déployer? Est-ce que je me rends compte que j'ai une puissance d'auto-guérison inimaginable et que j'ai une chamane en moi? Est-ce que je me rends compte de la puissance de mon cycle, quel que soit mon âge, que j'ai encore mes lunes ou pas d'ailleurs, ça change strictement rien. Est-ce que je me rends compte de toute cette puissance que je contiens, de toute cette déesse qui est en moi ou pas? Et je pense que ça, c'est le point de départ. En fait,
On ne peut pas attendre des hommes qui fassent ce chemin à notre place. Parce que les hommes, ils ont leur propre job et puis c'est pas un des moindres. Autant nous les femmes, on doit se réconcilier toutes que l'on est, avec notre corps et avec toutes les blessures qui sont engrammées parfois par toute l'histoire de nos lignées. Autant les hommes, eux, ils doivent se réconcilier avec leur cœur. Et ils doivent réapprendre qu'ils ont des émotions, une sensibilité. Et pendant des siècles de patriarcat, on a dit aux hommes que pleurer, c'était pour les mauviettes, que c'était les femmes qui ne pouvaient pas pleurer. Il ne faut pas oublier que les hommes, dans le patriarcat, pendant très longtemps, c'était de la chair à canon. Ils étaient envoyés au combat. C'était ça, le destin de beaucoup d'hommes. Alors aujourd'hui, ils sont envoyés sur un autre front. Ils doivent ramener de l'argent, être forts et puis réussir socialement. Alors peut-être pas vos hommes, parce que vous êtes ici à un festival et que sans doute vous avez une autre vision des choses, mais quand même, quand on regarde globalement dans la société ce qui se passe, c'est encore un peu ça. Donc on ne peut pas attendre des hommes qui fassent ce chemin pour nous, c'est à nous de prendre responsabilité et d'arrêter d'attendre que l'homme nous reconnaisse dans cette beauté unique. Donc en fait c'est ça, c'est si j'ai envie qu'il y ait la paix sur terre, si j'ai envie de vivre en paix d'une manière générale, eh bien c'est à moi de commencer. Je vais commencer en moi, dans mon propre corps de chair, donc dans mon propre temple. Et c'est ça, mon invitation, c'est ça le message du jour en fait. C'est apprenez de différentes façons qui vous sont proposées, mais apprenez à traiter votre corps comme si c'était l'endroit le plus sacré. Comme si c'était l'endroit le plus sacré. Et en faisant cela, vous allez peu à peu retrouver cette déesse. Et la déesse, c'est pas celle qu'on met sur un piédestal, qu'on divinise et puis devant laquelle on se prosterne. La vraie déesse. Et puis en faisant cela, vous ramenez justement les codes de la déesse mère sur terre. Donc c'est ça mon message et je vais conclure cette conférence par un petit proverbe indien que j'aime beaucoup et qui va résumer à peu près tout ce que je vous ai dit. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Voilà. Merci. Alors je ne sais pas si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y a le temps. Moi j'ai une question. Oui. Vous parliez de thérapeutes en différents outils pour travailler sur les blessures du corps. Vous par exemple, une méthode que vous pourriez utiliser ou un outil que vous utilisez avec les personnes qui viennent en cabinet chez vous, ça serait quoi? Alors en consultation individuelle ou parce qu'on peut y travailler aussi en groupe, en fait je donne beaucoup de tâches aux gens à faire à la maison par rapport au corps. Alors moi j'utilise justement des éléments du tantra, alors je suis aussi sexothérapeute donc je travaille avec des outils d'art-thérapie, des rituels. J'utilise aussi beaucoup maintenant l'hypnose et en fait je la combine à des actes très concrets par rapport au corps. Donc il faudrait voir la situation mais en fait, moi, je n'aime pas me focaliser sur un seul outil. Parce que je pense qu'il y a autant de situations, que différentes qu'il faut d'outils, en fait. Et c'est en fonction de la situation que je vais utiliser tel ou tel outil qui me semble approprié pour la personne. Mais il y a comme je disais, il y a plein de portes d'entrée en fait, pour apprendre à se réconcilier avec son corps. C'est vraiment déjà apprendre à se regarder dans le miroir, il peut y avoir des petits gestes anodins du quotidien qui changent déjà énormément de choses par rapport à son corps. Et puis après, il y a un travail souvent de fond à faire, comme je le disais, des nettoyages. Parce que pourquoi je suis dans la haine de ce corps? Moi, je vous disais, par rapport à mon histoire, moi j'avais des mémoires par rapport au sang, et on en a toutes, des mémoires par rapport au sang des lunes qui puent, c'est sale, etc. Et tout ça, il faut nettoyer. Parce qu'on a hérité de toutes ces mémoires. Et le corps de la femme est indigne, et tout ce qui est en dessous de la ceinture est sale. De toute façon, le corps, c'est sale, on le sait. C'est notre tradition judéo qui nous a apporté ces enseignements-là. Donc, c'est comme si on devait se nettoyer en fait de tout ça. Donc, parfois, ça passe par des formes de thérapie qui ne sont pas directement forcément liées au corps. Puis après, il y a tous les massages, il y a soi-même aller dans les formes de mouvements
le yoga, la danse, tout ce qui permet de nous reconnecter tout simplement au corps et ce qui nous parle. Voilà, je ne sais pas si ça vous suffit. D'accord. Oui. J'ai une question, vous pensez quoi de la pratique de l'œuf de Yoni? L'œuf de jade. L'œuf de jade, l'œuf de yoni. Alors, bon, moi j'ai utilisé l'œuf de yoni, j'en ai plusieurs. Et, alors, c'est comme pour tout. Ah, vous pouvez en trouver en bas à vendre. Ouais, il y a une conférence. En fait, c'est un cristal. Souvent, c'est en œuf de. Il y a du quartz, il y a de l'obsidienne, c'est différentes formes de pierres qui sont. Ce sont des œufs, en fait. C'est une forme d'œuf que vous pouvez introduire dans votre yoni, dans votre sexe de femme. Et donc, c'est très à la mode. Il y a même des actrices qui vantent l'usage de l'œuf de yoni. Et puis, alors voilà. Moi, je suis un peu sceptique pour tout ce qui est très à la mode. Pour moi, c'est un outil fantastique, l'œuf de yoni, parce que c'est un moyen justement de se reconnecter à son corps et à son intimité. Mais pour moi, c'est pas forcément le moyen d'aller muscler son périnée de nouveau, d'avoir un objectif qui est pour moi un objectif de nouveau hors de cette relation d'amour avec son corps. C'est pas juste. Mais c'est un très bel outil. On peut même l'utiliser en méditation, hors de son corps, et aller réapprendre à l'introduire pour aller ressentir les sensations dans son sexe aussi. Et ça peut être une très belle manière aussi de guérir des mémoires. Donc il y a plein de façons de l'utiliser, hein. Il y a plein de pratiques différentes. Alors il y a des femmes qui vous diront certaines choses, d'autres qui diront non, fais pas ci, fais pas ça. Alors sur le fond, je pense que c'est extrêmement précieux. Après, ça dépend à nouveau. C'est ça. Et ce qu'on en recherche, c'est ça. Qu'est-ce que je recherche en fait? À nouveau, c'est une porte d'entrée. Pour moi, ça peut être une porte d'entrée pour aller redécouvrir son corps de manière ludique ou aimante. Donc, allez-y. C'est bien fait. C'est bien. Oui, j'étais très bavarde. Merci à vous.